Demon Hunters est un film incroyable. Mais saviez-vous que vous avez à peine vu la moitié de l'histoire? Et si je vous disais qu'il y a des histoires de fond cachées choquantes, enterrées dans ce film, des choses que les créateurs ne voulaient jamais que vous remarquiez. Du passé secret de Zoé à l'histoire interdite de Rumi et des indices sur les Saja Boys survivants. Et on va renverser tout le thé maintenant, en commençant par le secret de Zoé, dont personne ne veut parler. En surface, Zoé est la rappeuse adorable, pétillante et chaotique de Huntrix, le rayon de soleil de l'équipe. Mais des sources internes disent que c'est le déguisement, parce que si vous revoyez le film avec des yeux attentifs, il y a des signaux cachés partout que Zoé n'est pas qui elle prétend être. Et elle pourrait en réalité avoir ses propres liens démoniaques. Décomposons ça. Tôt dans le film, quand les filles sautent de l'avion, Zoé fait cette mignonne petite pose de demi-cœur sur sa joue. Adorable, non? Faux. Parce que quelques minutes plus tard, Baby Saja fait exactement la même chose. Même main, même angle, même timing. Maintenant, si c'était juste un geste normal d'idole, vous verriez Rumi ou Mira le faire aussi. Mais elles ne le font jamais. Et ça ne s'arrête pas là. Pendant la répétition des Idol Awards, Rumi et Mira bougent parfaitement en synchronisation parce qu'elles le font toujours. Mais Zoé brise soudainement la formation et prend cette étrange posture à bras ouverts et griffes de nulle part. Ensuite sur scène, les Saja Boys copient exactement la même posture coup pour coup. Pourquoi Zoé et un boys band démoniaque partagent-ils de la chorégraphie comme s'ils s'entraînèrent dans le même studio? Mais l'indice le plus inquiétant vient de quelque chose de si petit que la plupart des gens l'ont complètement raté. Quand les filles marchent dans la rue tôt dans le film, tout semble normal. En train de discuter, de se promener, de vibrer. Mais ensuite, vous remarquez le hoodie de Zoé. Ce n'est pas juste du merch mignon. Il a Derpy dessus. Oui, Derpy, le tigre démon secret de Jinoo. Voilà le problème. Zoé ne devrait même pas savoir que Derpy existe. Il n'apparaît qu'à Rumi, et même alors, seulement dans des moments privés. Alors qu'est-ce que Zoé fait à porter la mascotte démon d'un garçon démon qu'elle n'a jamais rencontré? Et souvenez-vous de la règle de K-pop Demon Hunters. Rien n'est accidentel. Chaque détail veut dire quelque chose. Alors qu'est-ce que les créateurs essaient de nous dire? Les signes pointent vers une conclusion glaçante. Zoé a sa propre connexion démon cachée, et elle la cachait au Huntrix tout ce temps. Ce prochain indice est encore plus révélateur. Dans Golden, Zoé chante la ligne « I lived two lives, tried to play both sides ». La plupart des gens supposent immédiatement qu'elle fait référence à grandir entre les États-Unis et la Corée. Mais des sources internes suggèrent que les deux côtés est en réalité un indice sur quelque chose de bien plus profond. Au lieu de référencer deux cultures, ça pointe vers Zoé qui équilibre deux natures, le bien et le mal, parce qu'elle, comme Rumi, pourrait secrètement être mi-démon. Quand vous alignez ça avec tout ce qu'on a déjà vu, ça devient plus convaincant. Zoé reflète les mouvements des Saja Boys dans plusieurs scènes. Elle porte un hoodie avec le tigre démon de Jinoo, même si elle n'a jamais rencontré Derpy, et elle montre un niveau inhabituel de connexion aux éléments démoniaques tout au long du film. Tout ça soutient l'idée que les créateurs ont planté des indices subtils sur ses vraies origines. Il y a aussi le flashback du lycée. Au premier abord, ça ressemble à une scène normale d'un étudiant qui gribouille dans son carnet, mais un regard plus attentif révèle quelque chose d'étrange. Zoé écrit la phrase « I go », ce qui est bizarre pour deux raisons. D'abord, Rambo est un film sur une machine de survie violente chassée par les autorités. Une comparaison inattendue pour quelqu'un dépeint comme doux et pétillant. Deuxièmement, c'est une référence de 1982, bien avant que Zoé soit née. Ça soulève la question de comment une fille de 14 ans aurait une référence aussi spécifique et datée, à moins qu'elle ne soit plus âgée qu'elle semblait, potentiellement bien plus âgée. Ces autres gribouillis n'aident pas non plus son cas. Ce sont des esquisses sombres, presque inquiétantes, avec un style démoniaque similaire à l'esthétique de Guima. Ce ne sont pas des dessins typiques qu'on attendrait d'une adolescente ordinaire, et ils correspondent aux sous-entendus surnaturels qui entourent son personnage. Quand vous ajoutez tout ça ensemble, les similitudes de chorégraphie, le hoodie lié au démon, les paroles cryptiques et les esquisses sinistres, le schéma devient difficile à ignorer. Les preuves pointent vers une conclusion. L'identité de Zoé n'est pas ce qu'elle semble être. Et les créateurs ont peut-être laissé entendre depuis qu'elle est mi-démon. En continuant avec le thème des liens démons cachés, des sources internes disent que Mira a sa propre connexion surnaturelle que le film laisse discrètement entendre. L'un des détails les plus ignorés est son lien avec Mystery Saja. Les créateurs ont rendu leur connexion subtile, mais une fois que vous la voyez, impossible de l'ignorer. L'accessoire signature de Mystery est une longue boucle d'oreille pendante en croque de démon.
Si vous mettez le film sur pause et regardez attentivement, Mira porte exactement le même design. Ils ne sont clairement pas impliqués romantiquement. Donc l'accessoire assorti soulève une question bien plus grande. Qu'est-ce que la relation est censée impliquer? La réponse semble se trouver dans le symbolisme des couleurs du film. Tout au long de l'histoire, les cheveux noirs naturels représentent les humains, tandis que les cheveux de couleur vive marquent les démons. Un schéma vu à la fois chez les Saja Boys et dans la propre transformation de Rumi. Mais Mira se démarque. Elle a les cheveux colorés depuis l'enfance, bien avant d'avoir jamais rencontré des forces démoniaques. Selon des sources internes, ce n'était pas un choix de design aléatoire. C'était un indice délibéré précoce que Mira elle-même est un démon, et plus spécifiquement qu'elle est la sœur cachée de Mystery. La façon dont le film cadre leurs interactions soutient cette idée. Malgré le fait qu'elle combatte presque chaque démon qu'elle rencontre, Mira ne s'en prend jamais à Mystery. Même pendant l'affrontement final, des sources internes affirment que c'était intentionnel. Mira ne l'évite pas par peur ou par stratégie. Elle l'évite parce qu'elle le reconnaît. Même si elle ne l'a pas consciemment reconnu, une partie d'elle sait qu'il est du sang. Un autre moment qui prend un nouveau sens est quand Zoé s'extasie sur une affiche de Mystery et Mira débarque pour l'arracher. Au premier regard, ça semble être la classique attitude de Mira. Mais avec cette nouvelle interprétation, ça ressemble plus à une réaction surprotectrice. La dernière chose qu'elle veut, c'est que son frère soit entraîné dans une romance interdite avec une humaine, surtout après avoir été témoin de ce qui est arrivé au père de Rumi. Des sources internes disent que le plan original était que le film plonge bien plus profondément dans les identités démons de Zoé et Mira, les utilisant pour souligner l'idée que les gens peuvent tenir à la fois l'obscurité et la lumière en eux-mêmes. Mais pour garder le film centré sur l'arc principal de Rumi, les créateurs ont réduit la sous-intrigue, laissant les fans avec des indices éparpillés et un symbolisme non résolu à la place. La réalisatrice Maggie Kang a mentionné que ses choix gardent la porte ouverte pour une suite ou même une série potentielle, où ces révélations pourraient enfin être explorées. Très bien. Donc dans les storyboards originaux, il s'avère que les créateurs cachèrent quelque chose de bien plus grand que ce que tout le monde avait réalisé. Dans les premières ébauches, il y avait un flashback qui redéfinissait complètement la famille de Rumi. Son père n'était pas un monstre sans cervelle. Il était un démon doux et à voix douce qui est vraiment tombé amoureux de sa mère. Ils se sont enfuis ensemble, ont essayé de construire une vie paisible, et pour un moment, ils en ont vraiment eu une. Mais voilà la partie folle. Les studios ne voulaient jamais que vous voyiez dans ces esquisses. Rumi n'était pas le seul bébé dans la famille. Il y en avait deux, c'est ça. Rumi avait une sœur jumelle. Et ce n'est pas une théorie que quelqu'un a inventée en ligne. Les preuves sont là dans les premiers travaux de production. Un portrait de famille complet. Le père démon, la mère chasseuse, le petit bébé Rumi. Et une autre petite fille juste à côté d'elle. Même couverture, même marque, tout pareil. Les créateurs l'ont littéralement dessiné dans la famille. Alors pourquoi n'avons-nous rien vu de tout ça dans le film? Pourquoi effacer une œuvre entière? Parce que tout ce flashback a été coupé. Non pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que ça en avait trop. Des sources internes disent qu'au moment où l'équipe a réalisé à quel point ce twist était grand, ils l'ont sorti du premier film et l'ont gardé pour la suite. Ils voulaient que le monde de Rumi semble petit, contrôlé, presque incomplet, pour que quand il révèle enfin la jumelle, ça frappe comme un météore. Et voilà où tout s'aligne. Selon des personnes proches du projet, les Huntrix n'étaient jamais censés rester un groupe de 3 membres. Dès le premier jour, le plan à long terme était une formation de 4 membres. Une structure K-pop classique. La membre manquante n'était pas une étrangère. Ce n'était pas un nouveau personnage. C'était toujours censé être la sœur jumelle. Une fille qui a grandi en combattant des démons. Une fille qui a grandi en étant un. 2 côtés de la même histoire qui finalement s'écrasent ensemble dans la suite. Qu'est-ce que tous les plus grands groupes K-pop ont en commun? Chacun d'eux atteint sa forme finale avec 4 membres. Le premier film est sorti avec seulement 3. Ce n'était pas la fin des Huntrix, c'était le prélude. Les créateurs construisaient la silhouette d'un groupe qui n'était pas encore complet. Et maintenant qu'on sait que la sœur jumelle de Rumi est toujours là dehors, soudainement chaque indice, chaque pièce manquante, chaque coïncidence dans le film s'aligne trop parfaitement pour être ignorée. La 4e membre des Huntrix n'est pas une nouvelle stagiaire. Ce n'est pas un personnage aléatoire, c'est la jumelle perdue de Rumi, celle que les storyboards ont cachée, celle que le flashback a effacée, celle que la suite garde comme son twist nucléaire. Des sources internes disent qu'elle fera sa première apparition dans le prochain film et deviendra ensuite l'épine dorsale émotionnelle de la série à venir, actuellement sous le nom de code Huntrix Rising. Et honnêtement, le titre convient presque trop bien, parce que la jumelle n'est pas juste un ajout au groupe.
Elle est l'étincelle qui rallume tout l'univers. Elle est le comeback, la renaissance, la résurrection de tout ce que les créateurs ont retenu. La pièce manquante qui rend enfin les Huntrix complètes. Le premier film n'était que le prologue d'une mythologie bien plus grande. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de ces secrets cachés en dessous. Et sérieusement, qu'est-ce que les Huntrix sont censés faire maintenant que tout le monde semble avoir des liens démons? Parce que si les créateurs continuent de lâcher des indices comme ça, le prochain film va complètement réécrire le livre des règles. Oh, et si vous avez faim de plus de thé sur K-Pop Demon Hunters, on vous couvre. Tapez sur la vidéo à l'écran pour les erreurs folles que les créateurs espéraient que vous ne remarqueriez jamais. Croyez-moi, une fois que vous les voyez, vous ne regarderez plus jamais le film de la même façon. Très bien les gars, à la prochaine, restez avec nous et restez attentifs.